dis pas que tu bandes. Moins de l'acier. Un chat n'y planterait pas ses griffes. Ah, je croyais être le seul à qui ça arrivait. C'est pas facile de savoir à qui se fier. Hein, Jack? Après avoir travaillé pour Disney en nous offrant les aventures de la belle sirène interprétée par Daryl Hannah, encore un émoi cinématographique sur Splash, Ron Howard va passer la seconde et repart dans l'eau en commençant par une piscine puis l'océan dans une histoire absolument étonnante d'originalité et touchante où un groupe d'extraterrestres va déposer des cocons dans une piscine utilisée en cachette par un petit groupe de personnes âgées, s'y rendant pour s'amuser un petit peu. Dans les cocons, des extraterrestres, voire des Atlantes, de l'ancienne Atlantide, venant d'Antares, attendent endormis à l'intérieur, étant immortels, que leurs compagnons viennent les chercher. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Nager au milieu de ces cocons va leur donner une seconde jeunesse à ces personnes âgées et la rencontre avec les extraterrestres changer leur vie. Une histoire écrite par un inconnu, Tom Benedek, au personnage bien écrit, construit, auquel on s'attache très vite, tiré du roman de David Saperstein. Tu veux pas essayer de te placer avec elle? C'est déjà fait, mon vieux. Et tu l'as sauté? Un film qui raconte l'histoire de retraités, de leur vie, de leurs envies, de leur situation qui, malgré eux, n'est pas extraordinaire et bien sûr, le plus important, l'attente de la mort. Aux commandes de quelques effets spéciaux, la grande film de George Lucas, Industrial Light and Magic, qui va encore une fois se dépasser et nous impressionnera à nouveau à l'époque. Le film est basé sur les personnages, vieillards et Atlantes, et les effets servent l'histoire sans jamais prendre le pas sur le film. Nous sommes en plein film de teenager héros, comme les Goonies de Richard Donner ou Explorers de Joe Dante au cinéma. Le succès de Cocoon va étonner et son budget de 17,5 millions de dollars réussira à engranger 85 millions dans le monde, dont 76 rien qu'aux États-Unis. 752 000 entrées en France et un très bon succès en location et pour la vidéo. Il y a vraiment rien entre vous et ces garçons? Je n'ai pas d'attache, je suis libre. Ah bon? Des vieillards et une amitié naissante avec les E.T., une jeune femme ravissante, Atlante elle aussi, qui va vivre une histoire d'amour assez inédite avec Jack. Tout est parfait pour que le spectateur soit heureux, sans jamais verser dans un pathos où le film aurait pu tomber rapidement. Mon ami Joe Finlay, il a un cancer. J'essaie de lui sauver la vie. Moi, c'est 20 vies que je veux sauver. Ron Howard, le Richie Cunningham de la série Les Jours Heureux, va devenir un réalisateur bankable très très vite, mais un autre avait la main mise sur le projet Cocoon, c'était Robert Zemeckis. L'homme vient de finir À la poursuite du diamant vert avec Michael Douglas et Kathleen Turner, dont personne ne voit venir le succès démentiel du film. Personne ne saura donc pourquoi il ne réalisera pas Cocoon, un sondage à la con ou conflit avec le studio, une décision inexplicable pour lui. Toujours est-il que son remplaçant ne déméritera pas et Robert Zemeckis en ira conquérir le box-office avec son Retour à le futur. Stop! Tout le monde dehors! Qu'est-ce que vous faites dans cette piscine? Vous n'avez pas le droit d'y être. Ron Howard est dans le cinéma depuis son plus jeune âge et sera formé à l'école Roger Corman et depuis longtemps espère faire un film sur l'existence et sa fin tragique. Il refuse d'abord de diriger le film et en lisant l'histoire se rend compte que le sujet est celui qu'il recherche, fort, et que les effets spéciaux renforcent même la psychologie des personnages. Il va lui-même donner cet aspect tragique et ce revers de médaille qui tombe toujours quand trop de positif vous est accordé et de nuancer les propos. Ils vont même renforcer le film et compliquer l'intrigue avec un vrai travail d'écriture pour mieux l'équilibrer et le rendre homogène. Un réalisateur qui va ici nous démontrer qu'il est un formidable directeur d'acteurs jusqu'à nous donner ce que tout film devrait faire, une authenticité méritée. Les cocons seront créés par la firme Robert Short Productions et les maquillages seront de Greg Cannom aidé par Rick Baker. Et pour les effets spéciaux, Ken Ralston, le grand de chez ILM, s'occupera de l'apparence des aliens, dont le design sera soigneusement gardé secret et remportera en 1986 l'Oscar de la statuette pour les meilleurs effets visuels pour Ken Ralston, Ralph McQuarrie, David Berry et Scott Farrar de la société donc ILM. Ralph McQuarrie, énorme artiste peintre hollywoodien, va dessiner le décor de la piscine, puis avec Ken Ralston faire évoluer la vision qu'ils avaient des décors et des effets du film. Donald Peterman, le directeur de la photographie, sera aussi pour beaucoup dans la vision très conte de fées du film. Il nous donnera de très belles photos sur le Flashdance d'Adrian Lyne, le Star Trek 4 de Leonard Nimoy, Un ticket pour deux de John Hughes ou Point Break de Catherine Bigelow.
L'éclairage naturel est ce qui fait de mieux et va épater l'équipe technique, surtout sur les tournages de nuit avec de très légers éclairages. Les scènes seront filmées avec plusieurs caméras afin de pouvoir garder le plus de plans possible, puisque les figurants très âgés n'étaient que des débutants et risquaient de rater certaines prises. Afin d'éviter le spectaculaire trop tôt, c'est lors du grand final que le vaisseau spatial va apparaître, et encore, nous sommes plus sur une beauté formelle des images, comme l'explique le spécialiste des trucages, que du spectaculaire pur. Mais c'est peut-être là que le spectaculaire s'invite, comme le film et ses personnages, leur beauté et leur simplicité en deviennent spectaculaires, alors l'arrivée d'un vaisseau spatial, je ne vous dis pas. Un travail optique classique pour le bonhomme, une belle animation, un peu de rotoscope et des figurines sur un bateau de 60 cm en modèle réduit qui donneront du fil à retordre aux techniciens, mais une séquence démentielle. Durant le film, les extraterrestres vont enlever leur peau humaine et se révéler en belles créatures gracieuses. Greg Cannon va donc s'occuper en moulant les corps des acteurs et des têtes aux yeux ouverts. Un costume fait de mousse enfilé par 4 danseurs très minces et dans leur vol seront filmés sur fond bleu. Salut Firmin, entrez. Vous allez l'adorer. Le casting va durer 4 mois pour trouver les interprètes idéaux à cette belle histoire et ce seront des vétérans d'Hollywood qui seront choisis, bien connus pour ceux qui s'intéressent à l'âge d'or du cinéma, et 200 candidats sont en lice. Chassera la gonzesse jusqu'à ce que sa bite soit bouffée par les vers. Je suis trop vieux pour ce genre de fantaisie. Don Ameche, un grand acteur de l'âge d'or, doublé de plus par Serge Lorca, tourne ici son premier film de science-fiction, ayant connu celui d'autrefois. L'homme ne connaît pas le genre, il n'a vu Kiki au cinéma et ne l'a pas trouvé très bon, contrairement à beaucoup. Il voit des montages resserrés, un jeunisme important et un sens du théâtre filmé qui n'existe plus. Oh, il y a un foutu moment que je sais plus ce que c'est que de prendre un risque. T'as raison, Ben. Je suis pour. Il apprécie néanmoins les jeunes cinéastes qui lui permettent d'improviser et avec ce film, Cocoon donc, lui permettra d'être consacré avec l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 1986. Sa carrière aura du mal à continuer sur des projets des années 60 à 80 et reviendra avec le film Un fauteuil pour deux de John Landis, Parrain d'un jour de David Mamet ou ce Cocoon et le Cocoon le retour de Daniel Petrie. Elle veut un beau sucre d'orge, ma fufine. Wilford Brimley et Benjamin Lockett dans le film, un acteur spécialiste des seconds rôles et grand-père ici du jeune David. On le connaît bien sûr pour ses nombreux personnages comme le Blair dans The Thing de John Carpenter, Pop dans Le Meilleur de Barry Levinson, le boss de Remo sans armes et dangereux et reviendra dans la suite. P-E-Z-O-L-C-F-T-D. Quelle ligne lisez-vous, monsieur? Eh ben, celle du bas. Bon, écoutez, je sais pas que ça va faire. Hein. C'est l'acteur Claude Joseph qui fait sa voix. Et sa femme, Maureen, jouée par Maureen Stapleton, sous la voix française Jacqueline Cohen, une actrice aux nombreuses distinctions qui aura une belle filmographie. Il est celui qui prend les décisions et qui va gérer les transactions avec les Ontariens jusqu'à ce que tout merde et prendra encore de grandes décisions dans le second opus. Au revoir, grand-père. Au revoir, mon bonhomme. Souris. Sa sincérité, son franc-parler et sa façon d'être avec son petit-fils fonctionnent à merveille. Les docteurs, ils savent pas tout. Troisième larron, Joe Finley, interprété par Hume Cronyn, un demi-siècle de théâtre, cinéma, à la radio et à la télévision. Il travaille avec Alfred Hitchcock en tant qu'acteur, mais aussi scénariste sur L'Accord en 1948 ou Les Amants du Capricorne en 1949. Une complète rémission. Ah, je suis content de vous voir revenir sur votre diagnostic. Il va épouser Jessica Tandy, qui joue sa femme même dans le film, et avec qui il restera jusqu'au décès de celle-ci en 1994. Philippe Dumas, grand comédien ainsi que de comédien de doublage, fait sa voix ici. Ce n'est ni la piscine, ni l'eau de la piscine. Tu en as déjà fait des escapades. Sa femme est donc interprétée par la merveilleuse et touchante Jessica Tandy. Elle sera très connue grâce à son rôle dans Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock et devient, après Cocoon en 1989, l'actrice la plus âgée à recevoir l'Oscar de la meilleure actrice pour son fabuleux rôle de Miss Daisy dans Miss Daisy et son chauffeur de Bruce Beresford, pour lequel elle remporte également un BAFTA et le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie. Mais s'il faut choisir entre n'avoir que 6 mois à passer avec toi ou vivre une éternité tout seul, eh bien... En 1992, elle est nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Beignet de tomates vertes de John Avnet, que je conseille à tout le monde pour son histoire superbe et ses actrices fabuleuses. Je préfère 6 mois avec toi. L'éternité, ça m'intéresse pas. Si tu n'es pas près de moi. Au plus fort de sa célébrité, elle est considérée comme l'une des 50 plus belles personnes par le magazine People, et comme cela est vrai. Monique Mélinan la double parfaitement.
Tous les 10 000 ou 11 000 ans, Dieu sait pourquoi je fais une terrible boulette. Walter, responsable du groupe des extraterrestres, est interprété, pour une fois en gentil, par le fabuleux Brian Dennehy, acteur complet que l'on adore ici, connu pour être le shérif Will Teasel dans le Rambo de Ted Kotcheff, où il a comme dans Cocoon, Marc de Géorgie en voix française, qui lui va comme un gant. Quand j'ai absolument voulu que l'Atlantide soit notre base ici, sur Terre, tout le monde voulait le pôle Nord, j'ai dit non, trop froid. Il enchaînera de suite sur le Silverado de Laurence Kasdan, à nouveau en salopard, puis FX de Robert Mandel, à nouveau en gentil, Le ventre de l'architecte de Peter Greenaway ou Le pacte avec un tueur de John Flynn. La souffrance associée à la mort, c'est la première fois que jamais je n'ai vu un des miens mourir. Il est si touchant de sincérité, apprend à pleurer, apprend à aimer, et va se retrouver se lier d'amitié avec ces personnes âgées. Et maintenant qu'on est en fin de partie, crac, vous voulez qu'on vous rebalance des atouts? Hein? Eh bien, Rose. Bernie Lefkowitz fait aussi partie du groupe, mais celui-ci ne prend aucun risque, il n'ose pas. Il est marié à Rosie, jouée par Herta Ware, qui le quitte dans une séquence très humaine et très triste, et essaiera de la ranimer dans la piscine qui a perdu malheureusement tous ses pouvoirs. La piscine n'a plus aucune vertu. Je vous donnerai tout ce que j'ai au monde. Une scène déchirante et formidablement accompagnée par la douce et triste musique de James Horner. N'allez pas retirer votre peau, j'espère. Hein. Franchement, je trouve que ça habille une femme. Jack Bonner, lui, loue son bateau, le Manta 3, aux extraterrestres pour récupérer les cocons au fond de l'océan, dans l'Atlantide. Il va se lier d'amitié avec eux et les aidera dans la poursuite finale, tout en tombant amoureux de Kitty, venant pourtant d'une autre planète, mais au déshabillage assez concluant pour craquer. Hervé Bellon fait sa voix française et l'acteur est connu pour son rôle de Carré Mahoney dans les Police Academy. Ne me touchez pas. À distance? Et où est le plaisir? Tani Welch, superbe fille de Raquel Welch, est une ontarienne délicieuse dont le personnage de Jack va éperdument tomber amoureux. Leur scène d'amour nous permettra de voir la jeune actrice s'effeuiller de manière étonnante, qui redonne un sens au mot intégral. Elle est engagée pour son côté sexy et joli, mais sans être la bimbo classique hollywoodienne. L'actrice est découverte par hasard dans un magazine puisque mannequin, et sa carrière ne décollera malheureusement vraiment jamais, si ce n'est un petit passage dans le second opus. Barrett Oliver et David, dont les grands-parents vont décider de partir avec les extraterrestres, acteur qui sera révélé dans l'histoire sans fin de Wolfgang Petersen et le Daryl de Simon Windsor. On t'aime beaucoup, beaucoup, Suzanne. Mais bien sûr, je le sais. Nous avons aussi en petit rôle la femme du producteur Richard Zanuck que l'on avait vu dans La planète des singes en Nova, la compagne de Taylor interprétée par Charlton Heston, dans le film de Franklin J. Schaffner et qui reviendra dans la suite Le secret de Ted Post. Elle est la maman de David et poursuit son gamin à la fin quand il part dans le bateau. Le fils de Tyrone Power, acteur de l'âge d'or, joue un Ontarien aussi, Pillsbury, doublé par Vincent Violette, alors qu'il ne dit aucun mot, et sa carrière ne décollera pas non plus. Continuez à vous taper votre rasade d'oxygène, vos petites bêtes vont retourner sur leur planète. Appelez la police, imbécile! Dites donc. Frère de Ron, le réalisateur, Clint Howard, apparaît dans tous ses films, ainsi un infirmier un petit peu méchant, John Dexter, et Rance Howard, le père des deux acteurs, joue l'inspecteur Spark dans la poursuite finale. On ne commencerait pas par fouiller tout le lotissement de fond en comble. Vous êtes d'accord, messieurs? D'accord, suivez-moi. James Horner va avec Cocoon en étonner plus d'un et surtout ses plus grands détracteurs, des fans de musique de film qui n'ont pas vu le talent du compositeur qui pourtant, malgré les emprunts à plusieurs collègues, Jerry Goldsmith en tête, avait su donner de belles partitions en début de carrière et inventer un style bien à lui. Cocoon, bien sûr, emprunte un petit peu à droite et à gauche, comme toujours, mais cela fonctionne bien, et ce score enjoué file une pêche à l'écoute par sa fraîcheur, ses sons jazzy, sa musique douce et un lyrisme étonnant. Et il est vrai que Cocoon va être dès sa sortie considéré comme une de ses meilleures partitions, oui, référentiel certes, mais où le Horner de Krull et de Star Trek est toujours présent. The Chase en est un des meilleurs exemples sur le final du film où avec de l'action et un rythme enjoué, après le très mélancolique Rose Death qui nous met la larme à l'œil.
Je n'aurai que des superlatifs pour résumer cette musique: fraîcheur, lyrisme, triste, majestueuse, enlevée et bien sûr extrêmement variée. Cette musique va marquer une étroite collaboration entre le réalisateur et James Horner avant que le sieur Zimmer en prenne la place. Ici, le pari en tout cas d'illustrer le propos est tenu, ce qui donne un charme étonnant à la musique et comme lui, un équilibre soutenu, jamais pris en défaut, un must absolu qui s'écoute avec le même plaisir encore aujourd'hui. Des thèmes parfois délicats et d'une douceur sans commune mesure, jusqu'à l'intime pour nous amener doucement vers l'aventure. Une musique si bien en adéquation avec le film qu'elle ne s'impose jamais, comme si James Horner avait choisi de se poser en retrait en comprenant intelligemment le sens du film, la vie, la mort et l'espoir. Une guitare occupe les moments les plus tristes ou émotionnels et nous donne une musique dissonante pour la scène d'amour entre Kitty et Jack. Pour le mystère et l'action, Star Trek 2 et 3 se retrouvent à travers certains passages pour notre plus grand bonheur puisque ce sont des musiques qui ont marqué leur temps. Le jazz n'est pas un reste pour les amusements des vieillards, du jazz rétro qui accompagne parfaitement les moments drôles que les personnages vivent et nous avec. Horner reviendra, mais sans grande imagination, sur le second volet et la musique sortira chez Polydor puis chez Intrada en 2013 et nous avons une chanson, Gravity, interprétée par Michael Sambello qui accompagne une scène de danse en boîte de nuit. Un chanteur que l'on avait déjà entendu dans le Gremlins de Joe Dante. Cocoon va changer la donne sur son final et nous donner quelque chose de rare depuis le rencontre du troisième titre de Steven Spielberg, puisque des humains vont aller de leur plein gré dans l'espace avec des extraterrestres afin d'éviter la mort qui arrive, implacable et définition même de la vie. Un feel-good movie où l'intelligence du scénario n'essaie pas de nous bluffer en rajeunissant les personnages physiquement, mais au contraire, les laisser avec leur physique que l'on connaît, leur rajeunissement se faisant dans la tête et dans la vigueur invisible. La seule transformation physique à l'écran sera celle de Kitty, l'antarienne, amoureuse d'un humain. Un film d'aventure sous fond de comédie et loin d'avoir des personnages classiques, de l'action teintée de comédie et de drame, tout le monde ne s'en sort pas aussi bien parce que la vie nous rattrape toujours à sa promesse de naissance. Il y a une fin, c'est certain. Les réalisateurs à la Spielberg et Tonton lui-même vont cette année-là nous prouver que tout n'est pas mort à l'âge adulte et que des histoires d'aventure sans jeunes peuvent aussi avoir leur mot à dire. Jamais La Fontaine de Jouvence et son histoire n'avaient été aussi bien écrites, de façon si originale en tout cas, et le spectateur ne s'en trouve que plus agréablement surpris. Un film qui laisse un message important et pas qu'aux personnes âgées. Vivez, vivez pleinement, prenez quelques risques, explorez-vous vous-même et ceux qui vous entourent, les gens, la nature, peut-être qu'un de vos vœux sera exaucé. Tu viens avec nous, Bernie? Non. Je suis venu vous dire au revoir. Ron Howard nous conte, et c'est peu de le dire, une des plus belles et des plus humaines comédies de cinéma de l'époque. Un petit chef-d'œuvre où l'humour et la tendresse y sont transcendés par le fantastique et la science-fiction sans jamais se perdre sur un sujet délicat où la mièvrerie aurait pu prendre le dessus, ce qui l'évite fort heureusement. Cocoon est un conte, une comédie intimiste où les scènes humoristiques sont rapidement mises en rapport avec une scène dramatique parce que derrière chaque rire, comme souvent dans la vie, se cache une larme, un drame et ici la mort. Étonnamment, Spielberg lui-même s'était attelé à ce thème dans son sketch de la 4e dimension qu'il avait plutôt raté, considéré comme le plus faible du film, Kick the Can. Et ici, c'est l'inverse, et Ron Howard réussit son film indéniablement, classique certes, mais Howard ne sera jamais un réalisateur avec une patte digne de ce nom, mais réussit comme il se doit de faire ses films qui sont très réjouissants. Je lui donne bien sûr un 6 sur 6 parce que c'est vraiment un film qui est maîtrisé, même si effectivement il n'a pas la réalisation que l'on pourrait retrouver dans des plans démentiels. Il raconte une histoire et il sait très très bien le faire. Ça faisait un petit moment que je voulais bien sûr parler de Cocoon, j'espère que vous en serez content et que je pourrai discuter avec vous du film dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à Patreon si cela n'est pas déjà fait pour avoir les films en avance et je vous dis à très bientôt pour du lourd. Pensez à cliquer sur la petite cloche, à bientôt, bye bye.